Imaginez une seule étoile qui explose et qui arrive à briller plus fort que toute une galaxie et ses milliards d'étoiles. C'est ça, la puissance d'une supernova. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble pour comprendre comment se produisent ces événements qui sont parmi les plus violents de tout l'univers. Regardons ça de plus près. Sur l'image de gauche, on voit un petit coin bien tranquille du grand nuage de Magellan. Et à droite, c'est exactement le même endroit, mais après le 23 février 1987. D'un coup, une nouvelle lumière, éblouissante, est apparue de nulle part. C'est elle, la supernova 1987A, la première qu'on a pu voir à l'œil nu en presque 4 siècles. Un spectacle céleste d'une puissance absolument folle. C'est la grande question, évidemment, et il se trouve qu'il n'y a pas une, mais deux grandes manières de déclencher ces feux d'artifice cosmiques. On va commencer par explorer la première, celle qui concerne les véritables poids lourds de l'univers. Notre enquête commence donc avec les étoiles les plus massives, des géantes qui sont, dès leur naissance, destinées à une fin cataclysmique. Attention, ici on ne parle pas d'étoiles comme notre Soleil. Non, on parle de véritables colosses, qui pèsent au moins 8 fois la masse du Soleil. Et la règle est simple, plus une étoile est massive, plus sa vie est courte, et plus sa mort est spectaculaire. Pendant toute sa vie, une étoile massive, c'est une sorte d'usine nucléaire. Elle passe des millions d'années à transformer son hydrogène, puis, au fur et à mesure que son cœur se contracte et chauffe, elle se met à fusionner des éléments de plus en plus lourds. Et ça crée une structure en couches, un peu comme un oignon cosmique. On voit bien ici comment l'étoile devient de plus en plus complexe. Au début, on a un simple cœur de carbone et d'oxygène, et ça finit en une structure incroyablement stratifiée, avec tout au centre l'élément ultime, le fer. Et là, c'est le point de rupture. Jusqu'à présent, chaque étape de fusion libérait de l'énergie, ce qui permettait de lutter contre la gravité. Mais le fer, c'est une autre histoire. C'est le noyau le plus stable qui soit. Essayer de le fusionner, eh bien ça consomme de l'énergie au lieu d'en créer. D'un seul coup, le moteur de l'étoile s'arrête. C'est terminé. La gravité a gagné. Ce qui prenait des millions d'années s'accélère à une vitesse vertigineuse. Regardez un peu ces durées. La combustion du silicium, qui est la toute dernière étape juste avant le fer, elle ne dure qu'une seule journée. L'étoile est en train de vivre ses toutes dernières heures et elle n'en a même pas conscience. Sans plus aucune énergie pour le soutenir, le cœur de fer, qui fait à peu près la taille de la Terre, s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. Il est comprimé jusqu'à devenir une petite bille d'à peine quelques dizaines de kilomètres de diamètre, plus dense qu'un noyau d'atomes. Et puis, il rebondit. Ce rebond cosmique génère une onde de choc surpuissante qui commence à se propager vers l'extérieur. Mais ce n'est pas si simple. L'onde de choc, en traversant toutes les couches de l'étoile, elle s'épuise. Le petit coup de pouce, l'ingrédient secret, ce sont les neutrinos. L'effondrement en produit une quantité phénoménale, et même s'ils interagissent très peu avec la matière, là il y en a tellement, et la matière est si dense qu'ils déposent juste assez d'énergie pour réanimer l'onde de choc. Et cette fois, c'est la bonne, l'étoile est complètement pulvérisée. Et voilà. Ce processus incroyablement complexe et violent, ça porte un nom. C'est une supernova de type 2. C'est le destin final de toutes les étoiles géantes de l'univers. Mais attention, ce n'est pas la seule façon pour une étoile de finir en beauté. Il existe un tout autre scénario, tout aussi spectaculaire, mais qui met en scène un type d'étoile complètement différent. Faisons connaissance avec notre nouveau protagoniste, la naine blanche. C'est ce qui reste d'une étoile comme le Soleil une fois qu'elle a épuisé son carburant. C'est un objet qui est à la fois incroyablement dense et normalement très très stable. Enfin, normalement. Ce nombre, c'est la clé de tout. On l'appelle la limite de Chandrasekhar. C'est tout simplement la masse maximale qu'une naine blanche peut supporter. Si jamais elle dépasse cette limite, même d'un tout petit peu, c'est la catastrophe assurée. Bon, alors, comment est-ce qu'une naine blanche peut grossir jusqu'à atteindre ce point critique ? En gros, il y a deux scénarios principaux. Soit elle se met à voler de la matière à une étoile voisine, soit deux naines blanches qui orbitent l'une autour de l'autre, finissent par se rapprocher et fusionner. Dans le premier cas, la gravité de la naine blanche est tellement forte qu'elle arrache littéralement la matière de son étoile compagne. Elle accumule cette matière à sa surface petit à petit, ce qui augmente sa masse et la rapproche dangereusement de la fameuse limite Benselevich. À la seconde même où la limite de Chandrasekhar est franchie, la pression et la température au cœur de la naine blanche deviennent si extrêmes que tout le carbone et l'oxygène s'enflamment d'un seul coup. C'est une détonation thermonucléaire globale qui désintègre l'étoile tout entière. Ce mécanisme a une conséquence assez remarquable. Comme toutes ces explosions se déclenchent exactement à la même masse critique, elles ont quasiment toutes la même luminosité maximale. On le voit bien sur cette courbe de lumière, la rouge pour le type Ia, elle est incroyablement prévisible. Et cette régularité, c'est une véritable aubaine pour les astronomes. Si on connaît la luminosité réelle d'un objet, on peut calculer à quelle distance il se trouve juste en mesurant sa luminosité apparente.
Du coup, ces supernovas, ce sont un peu les phares qui nous permettent de cartographier l'univers et de mesurer son expansion. Alors, on a deux types d'explosions, deux mécanismes bien différents. Mais que laisse-t-elle derrière elle? Le contraste est saisissant. Une supernova de type 2, celle de l'étoile massive, elle laisse derrière elle un cadavre stellaire ultra compact, soit une étoile à neutrons, soit carrément un trou noir. A l'inverse, une supernova de type IA, celle de la naine blanche, eh bien elle ne laisse absolument rien. L'étoile est totalement anéantie, vaporisée. Voici un exemple spectaculaire de ce qui reste après une supernova de type 2, la nébuleuse du Crabe. Elle vient d'une explosion qui a été observée en 1054. Tous ces filaments, ce sont les couches externes de l'étoile qui ont été projetées dans l'espace. Et bien cachée au centre, il y a une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même à toute vitesse. Pour terminer, il est temps de relier ces événements cosmiques, si lointains et si violents, à notre propre existence. Pourquoi est-ce que tout ça nous concerne au fond? Cette citation est vraiment percutante. Elle nous rappelle une chose essentielle. Ces explosions ne sont pas seulement des fins, ce sont surtout des commencements, ceux qui rendent tout le reste possible. En fait, les supernovas sont les grandes semeuses de l'univers. C'est elles qui enrichissent la galaxie avec tous les éléments lourds qui ont été créés au cœur des étoiles. Le carbone de nos cellules, l'oxygène qu'on respire, le fer dans notre sang, tout, absolument tout, a été fabriqué dans une étoile, puis libéré par une supernova. Même l'or qu'on trouve dans les bijoux a été forgé dans la violence de l'une de ces explosions. Finalement, chaque explosion cataclysmique est une promesse de création. La destruction d'une étoile prépare le terrain pour la naissance de la suivante et qui sait, peut-être même pour l'émergence de la vie. C'est une pensée assez fascinante pour conclure cette exploration.